pour comprendre cette question liée à l'anonymat, il est intéressant de comprendre ce concept de confidentialité différentielle. Et ce concept-là, il est basé déjà sur un premier un premier exemple en fait assez classique dans le domaine, qui est un exemple où l'anonymat n'était pas du tout garanti. C'est l'exemple Netflix. Donc autour de 2005, Netflix propose un prix pour qui arrivera à améliorer son système de recommandation. Le système de recommandation, c'est le système qui va permettre de dire bah, tel film peut être intéressant ou telle série va vous plaire, etc. Donc Netflix, en fait, soucieux justement d'améliorer cet algorithme-là, propose à différents groupes de chercheurs une base de données qui est anonymisée de ses clients, c'est-à-dire toutes les informations liées à l'identité des individus est gommée de la base de données et dit ben voilà les données, vous pouvez essayer d'obtenir des bonnes performances avec cette base de données-là. Alors, quelques chercheurs en fait, ont détourné un peu l'utilisation de ces données anonymisées et ont réussi à les croiser avec des données IMDb, qui est en fait un autre site qui en fait donne des notes, regroupe un ensemble de notes et de commentaires fournis par des utilisateurs. On réussit à croiser les données en regardant quand les avis IMDb avaient été donnés. Et finalement, l'information présente dans la base de données Netflix, ça peut être regroupé avec cette base IMDb et donc a permis de désanonymiser les différents utilisateurs. Donc c'est un exemple typique de système où on sait qu'à partir de ces données-là, ben, finalement, même anonymisé, on est capable de remonter à une information importante, critique. Et le principe de confidentialité différentielle vise en fait à rajouter une forme de bruit dans le système tel qu'on puisse pas remonter vraiment à l'identité de la personne. Alors, je vous propose un autre exemple qui illustre ce principe de confidentialité différentielle, qui consiste à récupérer le nombre de criminels dans une pièce de 100 personnes. Alors derrière ce problème-là, on pourrait se dire, ok, il suffit de demander à chaque personne qui est un criminel ou pas. Bien sûr, les personnes qui sont des criminels ne vont pas vouloir se dévoiler telles quelles, et donc on ne va pas avoir une réponse directe à la question. Une manière de résoudre ce problème est de modifier un tout petit peu les règles du jeu. À partir du moment où on est un criminel, on va répondre à la question « Êtes-vous un criminel ?» On va répondre « Oui ». Mais si jamais on n'est pas un criminel, on va tirer une pièce, et si c'est pile, on va répondre « Oui », et si c'est face, on va répondre « Non ». De telle sorte, on est incapable de dire à quelqu'un qui a répondu oui, si oui ou non, c'est effectivement un criminel, parce qu'il y a une chance pour que en fait, ce soit le résultat du hasard, ou une chance pour que ce soit vraiment un criminel. Par contre, statistiquement, si on a un grand nombre de personnes dans la salle, bon là avec 100 personnes, ça peut marcher avec un certain intervalle de confiance, on va être capable de dire, ok, je sais que sur mes 60 réponses par exemple de oui, j'en ai une fraction qui est liée tout simplement au hasard, et une autre fraction qui est liée, elle, à la fraction des personnes qui ont répondu oui, quoi qu'il arrive. Donc en faisant un petit jeu statistique sur nos réponses, on est capable de remonter au nombre exact de criminels présents dans la salle. Alors, formellement, on pourrait traduire ce principe de confidentialité différentielle de la manière suivante. Si j'ai M, un algorithme de machine learning, et X1 et X2, deux jeux de données qui diffèrent uniquement que d'un élément. En gros, on dit que M va être epsilon différentiellement confidentiel à partir du moment où la probabilité que M de X1 soit dans les sorties du modèle est inférieure ou égale à exponentielle de epsilon fois la probabilité que les sorties M de X2 du modèle soient dans S. Donc ce que j'appelle S, c'est l'ensemble des résultats possibles, l'image en gros de notre algorithme. Et donc, d'une certaine manière, au travers de cette propriété statistique, on mesure donc, avec quelle forme, en fait, on va avoir une confidentialité sur la donnée manquante entre X1 et X2. Alors, ce principe-là, il a été utilisé avec des réseaux de neurones, avec une forme d'apprentissage où finalement, donc elle est décrite en fait dans le papier qui est donné en bas du transparent. Elle est donnée à partir du moment où on ne va pas juste calculer une seule fonction f de θ, on ne va pas juste avoir un seul modèle, mais on va décomposer notre jeu d'apprentissage
X en plusieurs sous-jeux d'apprentissage, et on va apprendre plusieurs fonctions f de θ sur chacun de ces sous-ensembles d'apprentissage. À la suite, en fait, les différents résultats de f de θ appris sur ces différents sous-ensembles de mon jeu de données vont être recombinés et on va rajouter une forme de bruit à l'intérieur de cette combinaison, de cette agrégation. Par là, en fait, à partir des résultats de ces agrégés de ces différents f de θ appris, on peut garantir en fait une certaine forme de confidentialité associée à notre système. Voyons maintenant un deuxième type d'attaque, en fait, qui est l'attaque par vol de modèle. Donc, dans ce contexte-là, l'attaque consiste à retrouver un modèle à partir d'un ensemble d'exemples choisis. Donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir finalement nos jeux de données, notre algorithme d'apprentissage et le choix de modèle f de θ, et ainsi que le modèle θ chapeau, ils vont être cachés à l'utilisateur. Donc en fait, toute cette information-là va être disponible uniquement que sur un serveur et on va pouvoir uniquement n'y avoir accès que par une requête. Donc par une requête, qu'est-ce que j'entends en fait? J'entends le fait que on va simplement pouvoir soumettre une entrée au système à notre modèle appris et récupérer la sortie Y chapeau correspondante. Et donc l'attaque par vol de modèle consiste, dans ce contexte où le modèle est effectivement une boîte noire, consiste tout simplement à remonter aux paramètres en fait, de notre modèle θ chapeau uniquement qu'à partir d'un couple de données choisies et un couple de données, des sorties de notre modèle. Donc dans ce schéma d'apprentissage, boîte noire, en gros, on viole en fait une hypothèse qui est l'hypothèse classique que l'attaquant dispose du classifieur. Donc disposer du classifieur, c'est-à-dire disposer de l'architecture de f, ainsi que les paramètres, donc θ chapeau, obtenus à l'issue de notre algorithme d'apprentissage. Donc dans ce contexte-là, l'attaquant ne dispose pas de cette information-là. Alors pourquoi? Parce qu'en règle générale, c'est assez rare que le code ainsi que les paramètres optimaux soient donnés. Et en règle générale, on a plutôt des schémas fonctionnant sur des serveurs distants, comme par exemple les serveurs AWS d'Amazon ou le Google Cloud, sur lequel le modèle fonctionne, tourne, mais n'est pas accessible directement par la personne qui le requête. Alors, est-ce que finalement c'est possible, en ayant un nombre de requêtes fini, de remonter à ce modèle f de θ chapeau? Alors, c'est un problème qui est dit en fait NP-hard, c'est un problème qui est très complexe en règle générale, mais en fait, il a été montré qu'il était possible, puisque en fait, on n'a pas n'importe quel type de fonction, on a une fonction qui déjà a été apprise à partir d'un certain nombre de données. Il a été montré qu'il était possible de faire du reverse engineering de ces modèles, c'est-à-dire de retrouver un modèle fonctionnant de manière équivalente en envoyant un certain nombre limité de requêtes choisies. Donc, en règle générale, ce qu'on pourrait dire de ça, c'est que même si le modèle n'est pas disponible tel quel avec le code ainsi que les différents paramètres du modèle, il est possible de reconstruire une sorte de modèle par, justement, par une approche où on envoie un certain nombre de requêtes et à partir des sorties, à partir de ces associations, on va apprendre un nouveau modèle. Alors, est-ce qu'il est possible de se protéger justement contre le vol de modèles? C'est-à-dire, à défaut d'empêcher le vol, être capable au moins d'associer éventuellement un ayant droit au modèle. C'est-à-dire souvent, apprendre un modèle quand on a un gros jeu de données qui peuvent être éventuellement confidentiels et avoir une architecture spécifique propre à une entreprise qui souhaite cacher cette architecture, c'est quelque chose qui peut être relativement compliqué. Et une solution qui existe, qui commence à être développée, c'est la notion de watermarking de modèle. Alors, le watermarking, c'est quelque chose qui est connu dans le milieu image sous un autre nom, c'était le nom de stéganographie, et c'était la capacité de cacher une information à l'intérieur d'une image de manière imperceptible. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose avec un réseau de neurones, par exemple, ou un autre système d'apprentissage? Est-ce qu'on peut cacher une information dans les paramètres du modèle, tel que, finalement, notre modèle d'apprentissage il soit marqué
et on puisse savoir à qui il appartient, ou a posteriori déterminer si oui ou non c'est bien un modèle qu'on avait à disposition. Donc on repart du schéma classique, cette fois-ci, de données d'apprentissage, un algorithme d'apprentissage avec une classe de fonctions fθ. Et cette fois-ci, on va avoir un schéma d'apprentissage qui va être un petit peu différent parce qu'on va avoir nos données initiales X, classiques, avec leur label Y, mais on va, donc là j'ai pris mon exemple d'image de panda avec le label panda, mais on va rajouter au moment de l'entraînement un ensemble d'images qui vont avoir une marque spécifique. Là, par exemple, j'ai inséré dans l'image le texte watermark. On va associer à cette image spécifique XEM un label spécifique aussi qui va être le label voiture et qui éventuellement sera un label qui ne sera pas en lien avec l'objet de la classification de notre système. Alors là, on peut donc soit rajouter une marque dans cette image, soit utiliser des images qui n'ont rien à voir avec l'ensemble d'apprentissage, ou même on peut aussi rajouter une forme de bruit spécifique dans les images qui nous permettra d'identifier le modèle. Donc si on fait l'apprentissage avec ce type de données-là, finalement, après le contrôle d'identification au moment où on va chercher à savoir si le modèle qu'on a à disposition est bien le modèle initial, va consister tout simplement à donner comme données de test ces données qu'on avait mis en entrée de notre système et vérifier que la marque obtenue ici, Y chapeau M, correspond bien à la marque YM qu'on avait mis initialement. Et de cette manière-là, on va être capable de savoir si oui ou non le modèle est bien le modèle qui a été marqué initialement. Quelques remarques sur cette question de la protection contre le vol de modèles. Donc, tout d'abord, il est important de s'assurer que l'ajout de nouveaux éléments dans notre base d'apprentissage, d'éléments modifiés par cette marque, ne modifie pas les performances du modèle. Bien sûr, si on rajoute de nouveaux éléments dans notre base d'apprentissage, on va éventuellement modifier la manière dont ces paramètres θ chapeau vont être calculés et on risque de dégrader les performances en prédiction et en classification de notre modèle. Donc vraiment le choix de la manière dont on construit cette marque, il est important parce qu'il ne faut pas justement qu'on modifie les performances du modèle. Et deuxième remarque aussi, l'algorithme de watermarking doit rester secret. Alors pourquoi ? Supposons en fait que je récupère le modèle directement. Alors, je récupère fθ chapeau et je sais qu'à l'intérieur, il y a eu un certain nombre de watermarks. Eh bien, je peux en fait continuer à apprendre, rajouter une phase d'apprentissage sur ce modèle avec des images que j'aurais moi-même en fait watermarkées, mais en leur associant le mauvais label. Donc, d'une certaine manière, cette deuxième étape d'apprentissage va désapprendre la marque ou la réponse que doivent avoir les images sur la présence d'une marque. Donc, si on connaît l'algorithme de watermarking, on est capable de modifier le modèle en continuant à apprendre sur le modèle pour désapprendre finalement la réponse à la marque précise. Donc, il est important de s'assurer qu'on n'ait pas en fait exactement l'algorithme de watermarking public au moment où on souhaite se protéger contre ce type d'attaque. Autre remarque aussi, si le modèle est de type boîte noire, il est important aussi que si on copie le modèle comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, eh bien cette copie par requête, elle conserve aussi d'une certaine manière ses propriétés liées au watermark du système. Donc ça, c'est un véritable sujet de recherche à part entière à l'heure actuelle.